Yvan Keller, un tueur en série français, né en Alsace en 1960 et décédé en 2006. Il a commis ses crimes entre 1989 et 2006, dans plusieurs pays, prétendant avoir tué plus de 150 personnes, bien que les autorités n'aient pu confirmer que 23 meurtres. Keller est considéré comme l'un des plus grands tueurs en série que la France ait connu, et il a reçu le surnom du tueur à l'oreiller. Ce surnom fait d'ailleurs référence à sa méthode de meurtre, qui impliquait souvent l'utilisation d'un oreiller pour étouffer ses victimes. Il a terrorisé plusieurs régions avec ses actes de violence et sa capacité à se déplacer à travers les frontières pour échapper à la capture, ce qui a ajouté à l'ampleur de ses crimes. Sa notoriété et la brutalité de ses actes ont profondément marqué l'histoire criminelle en France et à l'international. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une histoire que peut-être vous connaissez, celle d'Yvan Keller. J'avais très envie de la partager sur Murders Explained, donc j'espère que celle-ci pourra vous intéresser. Nous avions déjà fait le portrait de ce tueur en série il y a de cela 2 ou 3 ans, mais la vidéo faisait à peine 10 minutes et il n'y avait quasiment aucun détail. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre d'anciennes affaires et de les refaire au goût du jour pour Murders Explained. Et quoi de mieux pour ceci que recommencer avec certains classiques. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si c'est toujours pas fait. Je réponds à tous les commentaires, donc dites-moi ce que vous voulez, que ce soit par rapport à l'affaire ou si vous avez une question. Et pendant que je vous tiens, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications si vous êtes abonné, ce qui vous permet de recevoir des alertes dès lors où on sort une vidéo. Tout ceci étant dit, je vous retrouve après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle histoire horrifique. Yvan Keller voit le jour le 13 décembre 1960, à Wittenheim, une ville autrefois minière, située dans le Haut-Rhin, en Alsace. Wittenheim, qui est une ancienne ville minière nichée en banlieue de Mulhouse, devient le cadre de son enfance. Il naît dans une vieille famille de gens du voyage qui, au fil du temps, a choisi de se sédentariser dans cette commune, s'installant rue du Bourg. Le père d'Yvan, bien que vannier de profession, est contraint de travailler comme ouvrier dans la mine de potasse pour nourrir sa grande famille, composée de 8 enfants. Ce travail pénible, associé à une éducation rude, forge un environnement familial marqué par la violence et la dureté. Selon les récits de Claude, l'aîné des frères Keller, leur père est un homme autoritaire, dont la brutalité est légendaire. Il racontait « Les coups de ceinturon faisaient bien souvent office de dessert », soulignant l'atmosphère sévère dans laquelle Yvan a grandi. Dès son plus jeune âge, Yvan est introduit dans le monde du crime par son père, qui l'encourage à commettre des larcins pour contribuer aux besoins financiers de la famille. Il commence par braconner sur les terrils environnants pour améliorer le quotidien familial. Sa délinquance évolue rapidement après la mort de sa mère, survenue alors qu'elle n'avait que 49 ans. Le jeune Yvan, désormais sans la figure maternelle, intensifie ses activités criminelles. Il se tourne vers des braquages plus audacieux, et l'un de ses frères se blesse gravement aux mains en tentant de voler des câbles électriques en cuivre sous haute tension. Une tentative qui illustre les risques accrus liés à leur mode de vie, qui devenait de plus en plus criminel. Les difficultés financières de la famille sont telles que la boulangère locale se souvient du jeune Yvan comme étant toujours incapable de payer le pain qu'il lui achetait, obligeant souvent la boulangère à lui offrir le produit. Cette image d'un jeune homme constamment en manque, à la recherche de moyens de subsistance, reflète la précarité de la situation familiale. En atteignant l'adolescence, Yvan Keller se détourne des petits larcins pour se lancer dans des cambriolages plus importants. À l'âge de 17 ans, il commet un braquage dans une boutique d'antiquités à Battenheim. Ce cambriolage, marqué par la violence, le conduit à son arrestation. Lors de la perquisition de son domicile, la police découvre une collection impressionnante d'objets volés, incluant des pattes de verre de style galet ou dôme, ainsi que plusieurs tableaux d'artistes alsaciens. Cette découverte révèle l'ampleur de ses activités criminelles et son goût
pour les objets de valeur. Jugé pour braquage avec violence, Ivan Keller est condamné à une peine de 10 ans de prison. Et ce premier passage derrière les barreaux marque le début d'une carrière criminelle qui se développera et s'intensifiera au fil des années, le menant finalement à devenir l'un des tueurs en série les plus redoutables que la France ait connus. Son histoire est une plongée dans la psychologie d'un individu façonné par la violence, la négligence et les épreuves, et sa trajectoire criminelle est un reflet des circonstances difficiles qui ont marqué son existence. En 1989, à l'âge de 29 ans, Ivan est libéré de sa peine de prison et choisit de s'installer à Mulhouse, dans la rue de Verdun. Il trouve un appartement dans une vieille maison bourgeoise, caractérisée par un vieux balcon en fer forgé, situé dans un quartier paisible, loin du tumulte du centre-ville. Cette maison, avec son charme d'antan, offre un cadre de vie qui semble en accord avec la volonté d'Ivan Keller de reconstruire sa vie sur des bases nouvelles. Keller commence à travailler comme jardinier paysagiste et profite de cette opportunité pour créer sa propre petite entreprise. Avec sa camionnette, il sillonne la région de Mulhouse, offrant ses services principalement aux personnes âgées et seules, qui deviennent une clientèle régulière. Son entreprise commence à se développer grâce à son professionnalisme et à la qualité de son travail, qui lui valent la satisfaction et les recommandations de ses clients. Le bouche à oreille fait son effet et son activité prospère, augmentant peu à peu en popularité. Ivan Keller devient quelqu'un. Malgré la croissance de son entreprise et l'argent qu'il génère, il mène une vie en extérieur modeste. Il vit en couple avec une femme, Marina Passant, mais leur relation ne dure pas longtemps. Et il se met rapidement en ménage avec Séverine Bauer, une femme de 10 ans sa cadette. Ses clients et ses voisins le perçoivent comme un personnage sympathique et bienveillant. Il est réputé pour sa gentillesse envers les animaux et son aide généreuse envers ceux et celles qui en ont besoin, ce qui renforce une image d'homme intègre dans la communauté. Ivan Keller est quelqu'un d'incontournable. Il possède une camionnette dédiée à son travail, tandis que sa compagne conduit une petite citadine. Il fréquente l'église du Sacré-Cœur de Mulhouse, où Keller est vu régulièrement à l'intérieur. Cette image de respectabilité et d'engagement communautaire contraste fortement avec la réalité de sa vie criminelle. La façade de la vie paisible et ordinaire qu'il présente à son entourage masque un côté beaucoup plus sombre et perturbant de la réalité. Le contraste entre son apparence extérieure et ses activités secrètes souligne l'ironie tragique de son histoire et l'ampleur de la double vie qu'il mène. C'est dans cette période relative de stabilité apparente que Keller continue de planifier et de commettre ses crimes, exploitant la confiance et la sécurité apparente de sa vie quotidienne pour dissimuler ses véritables intentions. L'image qu'il projette est celle d'un homme respectueux et dévoué à son travail et à sa communauté. Une façade qui contribue à rendre ses actes ultérieurs encore plus terrifiants lorsqu'ils seront finalement découverts. Derrière la façade de la vie paisible qu'Ivan Keller présente à son entourage, se cache un homme aux multiples facettes, dont le double visage est loin d'être aussi bienveillant qu'il en a l'air. En effet, malgré son apparente stabilité professionnelle et son apparence de voisin modèle, Keller mène une existence bien différente en privé. Il est passionné par le luxe et les plaisirs de la vie. Les week-ends, par exemple, il s'adonne à des loisirs coûteux, voyageant en Angleterre, fréquentant des restaurants raffinés, se rendant dans des casinos, notamment celui de Niederderbonne-les-Bains. Là-bas, il ne ménage pas ses efforts pour dépenser de l'argent, investissant jusqu'à 1 500 € par soirée, pour lui et sa compagne. En plus de ça, il est généreux. Ses paris sur les chevaux sont tout aussi extravagants, atteignant parfois jusqu'à 8 000 €. Cette quête de luxe et de plaisir est financée par des moyens beaucoup plus sinistres. Pour satisfaire ses désirs personnels, Keller n'hésite pas à exploiter ses compagnes. Marina Passant, son ancienne partenaire, a témoigné que Keller l'a contrainte à se prostituer, utilisant l'argent qu'elle gagnait pour satisfaire ses propres besoins et propres envies. On est en train de percer la carapace de l'homme parfait.
Ce comportement montre un côté bien plus sombre, qui contraste fortement avec l'image qu'il projette à son entourage et à ses voisins. Lorsque Keller se met en couple avec Séverine Bauer, la situation devient encore plus troublante. Séverine était auparavant avec Fabien, un ami de Keller. Pour forcer Fabien à laisser partir Séverine, Yvan n'hésite pas à recourir à des menaces violentes. Il se rend chez Fabien, le menace de mort en lui mettant une arme sur la bouche, un acte révélant une brutalité et une détermination de Yvan Keller à obtenir ce qu'il veut, quel que soit le prix. Le couple nouvellement formé de Séverine et Yvan habite au 87 de la rue Verdun, dans l'appartement d'Yvan. Leur présence est discrète. Séverine est souvent vue avec la tête baissée, habillée de manière sobre et classique, tandis que Yvan lui-même est peu loquace. Cependant, il ne cache pas sa douleur suite à la mort de son labrador, une perte qui semble l'affecter profondément. Rappelez-vous, il semble très proche des animaux. Physiquement, j'en ai pas parlé, mais Yvan Keller est de taille moyenne et plutôt râblé, avec des cheveux châtains qui parfois sont laissés en une barbe de 3 jours. Sa voisine le décrivait comme énergique, affirmant qu'il courait plus qu'il ne marchait. Et cette description physique contraste assez fortement avec l'image du voisin calme et bienveillant, soulignant encore davantage le décalage entre son apparence extérieure et la réalité de sa personnalité. En réalité, Yvan Keller est un homme dont le charme et la façade de respectabilité masquent une vie marquée par la manipulation, la violence et le crime. Son comportement troublant, couplé à ses activités luxueuses financées par des moyens douteux, dépeint un individu dont les véritables intentions et actions sont profondément obscures et perturbants. Les premiers signalements d'activités suspectes concernant Yvan Keller datent de 1991, à Sochheim, une commune du Haut-Rhin. À cette époque, 2 sœurs octogénaires, Alice et Hélène, font appel à Keller pour l'entretien de leur jardin. Et peu de temps après son passage, les sœurs découvrent la disparition de 45 000 € dans leur domicile. Hélène est alarmée par cette perte importante d'argent et décide de signaler le vol aux gendarmes. Yvan Keller est convoqué par les autorités pour être entendu. Cependant, malgré la suspicion croissante autour de son implication dans ce vol, le parquet de Mulhouse décide de ne pas donner suite à l'affaire. La décision de ne pas poursuivre l'enquête laisse cette affaire en suspens. Et la situation devient assez tragique lorsqu'une des 2 sœurs, Alice, décède peu de temps après. Elle est retrouvée morte, étouffée dans son sommeil. Un décès qui reste mystérieux et non résolu, laissant place à des spéculations quant à son lien potentiel avec la disparition de l'argent. Le 21 décembre 1991, Marie-Louise, une autre victime de Keller, est retrouvée chez elle, décédée. Yvan avait effectué chez elle quelques travaux auparavant, et le médecin légiste, après avoir examiné le corps, conclut à une mort naturelle, ce qui semble, une fois de plus, exonérer Yvan de toute responsabilité dans ce décès. Cependant, cette conclusion laisse entrevoir la possibilité que Yvan aurait pu jouer un rôle dans ces incidents, même si les preuves concrètes manquent pour établir un lien direct. Ces premiers événements montrent une tendance inquiétante dans les activités de Yvan, marquant le début de comportements qui deviendront plus graves au fil des années. Le manque de preuves suffisantes et les conclusions médicales hâtives contribuent à une série de décès et de disparitions, dont Keller pourrait être le seul responsable, mais qui reste officiellement non résolu. La capacité de Yvan Keller à manipuler la situation et à éviter la détection dès le début de sa carrière criminelle illustre la complexité de son profil et la difficulté de l'enquête pour faire le lien entre ses actes et les crimes qu'il commet. Mary Winterholler, résidente de la rue Basse à Burnhaupt-le-Haut, est retrouvée morte dans son lit 3 ans plus tard, en janvier 1994. Lorsqu'un médecin est appelé sur les lieux, il conclut rapidement à une mort naturelle et délivre un permis d'inhumer, ce qui met fin à l'enquête initiale. Le décès de Mary Winterholler est donc enregistré sans autre enquête, et l'affaire semble être résolue. C'est une mort naturelle. Cependant, les circonstances entourant sa mort suscitent des interrogations persistantes
elle laisse entrevoir des éléments troublants qui ne seront pas immédiatement examinés. En mars 1994, l'affaire connaît un nouveau développement, lorsque Jermaine Mang, résident au numéro 11 de la rue Basse, rend visite à sa mère, Ernestine, âgée de 86 ans. Vous voyez un petit peu le schéma des personnes âgées. À son arrivée, Germain est surpris de découvrir que la vieille baratte à beurre, rangée depuis longtemps dans la cave, a été déplacée. En montant les escaliers pour vérifier l'état de sa mère, il trouve celle-ci, décédée dans sa chambre. Ce qui l'étonne encore plus, c'est que l'état habituel du lit ne l'est justement pas. Le drap et la couverture sont parfaitement alignés, sans aucun pli, comme s'ils venaient d'être faits. Germain note également que sa mère, qui souffrait de douleurs aux hanches, aurait dû laisser un lit nettement plus froissé, ce qui est en contradiction avec l'apparence immaculée du lit. De plus, la présence de la baratte à beurre dans un endroit inattendu et son propre état de santé dégradé rendent l'idée que sa mère aurait pu la déplacer extrêmement improbable. Ces éléments éveillent donc des suspicions chez Germain, qui se pose des questions sur les circonstances entourant la mort de sa mère. Malgré ses préoccupations, aucune réponse satisfaisante ne lui est apportée, et l'affaire est classée sans suite. Ces incidents mettent en lumière des anomalies qui, rétrospectivement, pourraient suggérer une implication criminelle. Les détails troublants et les incohérences dans les enquêtes préliminaires semblent indiquer qu'il pourrait y avoir des facteurs non examinés qui mériteraient une attention un peu plus approfondie, plutôt que de tout classer en mort naturelle. Cependant, à ce stade, les enquêtes ne parviennent pas à établir un lien clair entre ces événements et les activités criminelles en cours, laissant ces affaires non résolues et ajoutant de la complexité au profil de Ivan Keller, dont les actions restent particulièrement cachées, derrière une façade trompeuse de voisins parfaits. Le 27 avril, une nouvelle tragédie frappe la rue Basse, lorsque Augusta Wasmer, une femme de 77 ans, est retrouvée morte dans son domicile au numéro 22. Sa fille, Marie-Françoise Rochlin, découvre le corps allongé sur le lit, dans une position identique à celle des autres victimes précédemment décédées. Le lit est impeccable, sans aucun pli, ce qui intrigue Marie-Françoise, tout comme cela avait intrigué Germain, et les sœurs Alice et Hélène. L'absence d'effraction et l'état du lit suscitent des questions, mais l'autopsie conclut à une mort naturelle, attribuée à une crise cardiaque. Toutefois, le médecin légiste ajoute une note dans son rapport, mentionnant que la mort pourrait être due à une grande peur. Un commentaire qui soulève des interrogations sur les circonstances entourant le décès. Peu après, Marie-Françoise retourne à la maison pour trier les affaires de sa mère et constate la disparition de la carte bancaire d'Augusta. En examinant les relevés bancaires, elle découvre que la carte a été utilisée à 3 reprises après la mort de sa mère. Cette découverte indique clairement une utilisation frauduleuse des fonds, ce qui alimente les soupçons de Marie-Françoise quant à l'implication possible de quelqu'un dans le décès de sa mère. Malgré ces indices préoccupants, la police ne semble pas prêter attention à Ivan Keller, qui était pourtant le jardinier d'Augusta Wasmer. L'enquête se concentre plutôt sur les membres de la famille, laissant de côté le jardinier qui, dans le contexte des autres décès similaires et des transactions bancaires frauduleuses, aurait pu être un suspect potentiel. Cette situation illustre une fois de plus la manière dont Ivan parvient à maintenir une façade de respectabilité et à échapper à la suspicion, malgré les preuves croissantes de son implication potentielle dans une série de décès mystérieux. La négligence des enquêteurs à relier les points entre les différents incidents permet à Keller de poursuivre ses activités criminelles sans être détecté. Le 12 février 1995, Madeleine, âgée de 79 ans, est retrouvée morte à Eschault. Cette découverte est faite par une petite cousine de Madeleine, qui l'a trouvée décédée dans son lit le lundi matin. La famille, comprenant la belle-fille Roselyne, considère d'abord la mort comme naturelle, attribuée à une crise cardiaque, en accord avec l'âge avancé de Madeleine, qui allait bientôt fêter ses 80 ans. Le décès de Madeleine semble suivre le même schéma que les précédents, avec le corps retrouvé dans une position parfaitement alignée sur le lit, sans aucun signe apparent de lutte ou d'effraction. Bien que l'examen médical confirme une crise cardiaque comme cause du décès, cette mort s'inscrit dans une série de décès suspects, où les victimes sont trouvées dans des circonstances similaires, ce qui soulève des questions sur la possibilité d'une méthode criminelle sous-jacente.
L'absence de signes évidents de violence ou de troubles dans ces cas permet à la cause naturelle de la mort de prévaloir. Mais la régularité de ces incidents et les détails troublants comme l'état du lit, l'absence d'effraction, continuent de susciter des préoccupations quant à un éventuel lien entre les décès. Le caractère répétitif des décès, associé à la présence de Ivan Keller comme jardinier ou prestataire de service pour plusieurs victimes, pourrait indiquer un schéma plus complexe malgré l'apparente simplicité des conclusions médicales. Les circonstances entourant la mort de Madeleine ajoutent une nouvelle pièce au puzzle des décès mystérieux et renforcent la nécessité d'une enquête plus approfondie pour déterminer si ces événements sont les résultats d'un crime organisé ou si des éléments criminels pourraient être impliqués. Cependant, comme pour les précédents cas, les enquêtes initiales ne semblent pas faire le lien entre les incidents et l'implication potentielle de Keller, laissant les questions en suspens et les causes de ces décès mystérieux non résolues. La série tragique des meurtres perpétrés par Ivan Keller se poursuit avec une série de décès non résolus, avant que l'arrestation de l'homme ne se concrétise finalement, grâce à des dénonciations décisives. Entre 1993 et 2003, Keller est dénoncé à 2 reprises par des personnes proches de lui, dont un complice présumé qui est son propre frère, Pierre. Ces premières dénonciations ne mènent cependant à aucune action concrète. Ce n'est qu'après une 3e dénonciation, après 3 ans d'enquête, que les autorités parviennent finalement à interpeller Ivan Keller. L'une des dénonciations les plus marquantes vient de François de Nicolo, un personnage complexe et imposant. Pesant 115 kg, François de Nicolo est un colosse, devenu portier de nuit. Son passé est marqué par une carrière de cambrioleur, et il avait entretenu une relation amicale avec Ivan depuis leur jeunesse. De Nicolo explique aux enquêteurs qu'il avait servi d'indicateur pour Ivan, l'aidant à identifier des maisons où se trouvaient des sommes d'argent considérables et des personnes âgées, souvent avec un sommeil lourd. Selon De Nicolo, Keller se servait de ces informations pour planifier ses attaques. Mais ce qui le trouble profondément, c'est qu'après avoir fourni ces informations, il découvre que les personnes qu'il avait indiquées sont toutes retrouvées mortes. Cette prise de conscience le déstabilise, au point qu'il en vient à dénoncer son ami d'enfance, un acte qu'il ne parvient pas à supporter. Malgré les tentatives pour alerter les autorités, ses plaintes ne reçoivent pas l'attention qu'il espérait, et il se retrouve frustré et ignoré. Ce n'est que grâce à une persévérance croissante et une enquête approfondie que les autorités finissent par prêter attention aux dénonciations et aux preuves accumulées. Après une enquête de 3 ans, les forces de l'ordre sont finalement en mesure d'arrêter Ivan, mettant ainsi fin à sa série de crimes et répondant aux appels à la justice, qui avaient été trop longtemps négligés. La complexité de cette affaire et les difficultés rencontrées pour obtenir des preuves substantielles illustrent les défis auxquels sont confrontées les enquêtes sur les crimes en série, où les liens entre les incidents peuvent rester cachés et les indices cruciaux peuvent être ignorés, jusqu'à ce qu'une enquête plus rigoureuse soit menée. En l'an 2000, la section de recherche de la gendarmerie de Strasbourg se lance dans une enquête sur une série de 6 cambriolages dans le Bas-Rhin. Une information judiciaire est ouverte au tribunal de Saverne dans le cadre de cette enquête contre X. L'élément déclencheur de cette investigation est le témoignage de Pierre, le frère d'Ivan. En proie à un conflit familial, notamment au cours de la répartition des butins, Pierre fournit des détails précis sur les maisons cambriolées. Il révèle que son frère Ivan, accompagné de Séverine, sa compagne, et d'une autre complice, Daniel, parcourt la région pour commettre ces vols. Malgré ces révélations, les preuves concrètes manquent pour établir un lien direct entre Ivan et les cambriolages. Les enquêteurs interrogent Ivan et ses complices, mais l'absence de preuves matérielles suffisantes conduit à la clôture de l'enquête, le 30 mars 2001. En conséquence, le juge prononce un non-lieu, le 25 avril, mettant fin à la procédure sans que des charges formelles ne soient retenues contre Ivan. Cependant, Pierre Keller ne se décourage pas. En juin 2003, il réitère ses accusations contre son frère, ce qui conduit à l'ouverture d'une nouvelle enquête préliminaire. Cette fois-ci, cette enquête prend une tournure plus sérieuse et plus approfondie. Après une investigation plus poussée, les preuves accumulées finissent par converger
vers Yvan. L'effort persistant de Pierre, associé à cette enquête rigoureuse et à de nouvelles preuves, permettent finalement l'arrestation de Yvan Keller en septembre 2006, soit 3 ans après la réouverture du dossier. Cette arrestation marque une avancée significative dans la résolution des crimes qui avaient été non élucidés pendant des années. Elle met fin à une série de cambriolages et de meurtres attribués à Keller, mettant ainsi en lumière le rôle crucial des dénonciations et des enquêtes persistantes dans la résolution des affaires criminelles complexes. Lors de sa garde à vue, à l'antenne de la police judiciaire du commissariat de Mulhouse, Yvan confesse un nombre choquant de meurtres. Il admet avoir commis 23 meurtres officiellement reconnus, tout en revendiquant avoir tué jusqu'à 150 personnes. Ces aveux dévoilent un mode opératoire inquiétant et méthodique. Je vous raconte. En tant que jardinier paysagiste, Yvan utilisait son emploi pour repérer ses futures victimes. Il profitait de son accès aux propriétés des personnes âgées, souvent vulnérables, et vivant seules, pour planifier ses crimes. Sa connaissance approfondie du milieu des vanniers et des gitans, ainsi que ses contacts dans ces communautés, lui fournissaient des informations cruciales pour cibler ses victimes. Il savait où trouver des personnes susceptibles de posséder des objets de valeur et de l'argent. Keller expliqua aux enquêteurs qu'il se rendait chez ses victimes la nuit, profitant de l'obscurité pour commettre ses crimes. Il s'introduisait discrètement dans les maisons et une fois à l'intérieur, il étouffait ses victimes dans leur lit en utilisant un oreiller ou un mouchoir. Après avoir causé leur mort, il volait des objets de valeur présents dans la maison, notamment de l'argent, des bijoux et des tableaux. Ces objets étaient ensuite revendus à des brocanteurs, lui permettant de financer ses sorties et ses habitudes de jeu, notamment ses visites au casino. Et oui, rappelez-vous, il aime le luxe. Yvan a également révélé qu'il avait étendu ses activités criminelles au-delà des frontières françaises. Il avait tué dans les régions limitrophes du Haut-Rhin, y compris dans le Bas-Rhin, mais aussi en Suisse ou en Allemagne. Ce réseau régional de meurtres montre l'étendue de ses activités criminelles. Avant de quitter les lieux, Yvan prenait soin de remettre les draps et les couvertures en place pour donner l'apparence d'une mort naturelle. Il laissait les victimes reposant dans leur lit, les bras le long du corps et le drap bien ajusté sous le visage, créant ainsi une image de paix apparente. Les maisons semblaient ordonnées et tranquilles, ce qui contribuait à masquer les véritables circonstances de leur décès. Avant de partir, Yvan ne se contentait pas de voler des objets de valeur, il emportait tout ce qui avait une valeur, y compris des chandeliers, des bas de laine, n'importe quoi pour financer ses escapades luxueuses et ses activités. Les détails de ses aveux montrent non seulement la brutalité et le calcul froid de ses crimes, mais aussi la manière dont il manipulait les apparences pour échapper à la détection pendant de nombreuses années. La méthode systématique et l'usage de son travail pour repérer les victimes montrent une sophistication et une cruauté dans ses actes. Lors des auditions menées dans le cadre de l'enquête, Yvan se montre un peu agité, mais pas incohérent, très pragmatique, la tête sur les épaules. Keller affiche une attitude presque méthodique en expliquant les détails de ses crimes. Il se montre disposé à fournir des indications précises sur des cartes pour localiser les lieux où il a commis ses meurtres. Selon ses propres déclarations, il affirmait revenir parfois avec 50 000 francs pour une nuit de travail et déclarait avoir gagné 400 000 ou 500 000 francs par mois grâce à ses activités criminelles, qu'il jugeait justement comme du travail. Cependant, il devient clair que certains de ses proches avaient connaissance de ses activités. Au début, il ne tuait pas ses victimes, se contentant de les voler, mais il explique qu'il a changé de méthode. Je cite : « C'est plus tard qu'il y a eu des problèmes. Plus tard, quand les gens se réveillaient et qu'il y avait beaucoup d'argent, je les endormais alors en leur mettant un chiffon dans la bouche et en leur pinçant le nez. » Cette évolution dans son mode opératoire montre comment la peur d'être découvert et le désir de préserver le silence de ses victimes ont conduit à des actes encore plus violents. Malgré ses aveux initiaux, Yvan Keller revient sur ses déclarations et refuse finalement de signer son procès-verbal. Ce retournement complique les procédures judiciaires, mais ne freine pas le cours de l'enquête. La justice le met en examen pour 5 décès spécifiques. 3 meurtres survenus dans le Haut-Rhin en 1994 et 2 dans le Bas-Rhin. En parallèle, plusieurs des crimes que Keller a avoués sont prescrits au moment de son arrestation, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus faire l'objet de poursuites judiciaires en raison du temps écoulé. Les enquêteurs poursuivent néanmoins leur investigation
effectuant des recoupements et découvrant l'ampleur véritable de ses actes. En 2010, 3 autres crimes sont inclus dans une ordonnance de non-lieu, ce qui implique qu'ils ne peuvent plus être jugés en raison de l'expiration des délais légaux ou du manque de preuves suffisantes pour poursuivre l'accusé. Ainsi, l'affaire Ivan Keller révèle non seulement la brutalité et l'ampleur de ses actes criminels, mais aussi les défis auxquels sont confrontées les autorités judiciaires pour traiter ces affaires où les aveux de l'accusé peuvent fluctuer et les détails de prescription compliquer la poursuite des crimes. En septembre 2006, Ivan Keller est sur le point de comparaître devant le tribunal de Mulhouse. Ce moment crucial dans son procès semble peser lourdement sur lui, avec la perspective de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Il est possible qu'une déception liée à un arrangement en faveur de sa compagne ou une inquiétude concernant l'issue du procès contribue à son état d'esprit. Le procureur, pour sa part, interprète les aveux de Ivan comme un signe de culpabilité croissante. Les aveux ont entraîné un afflux, une prise de conscience des actes commis. En attendant son audience, Ivan utilise ses lacets de chaussures pour confectionner une corde. Il entrelace les lacets et les attache autour d'un néon dans sa cellule. Dans un acte désespéré, il se pend, mettant ainsi fin à sa vie. Ce geste tragique survient avant qu'il puisse être jugé pour ses crimes et marque une fin dramatique à une affaire déjà marquée par la violence et la complexité. Les enquêteurs, après une enquête approfondie, ont établi que le nombre de ces victimes dépasse les 40. Ce chiffre souligne l'ampleur de ces crimes et la portée tragique de ces actes. Un aspect particulièrement controversé de l'affaire est la décision prise en avril 2009 concernant Séverine. Malgré les horreurs associées à ces crimes, elle a reçu une compensation de 100 000 € de la part de l'État en raison du suicide de son compagnon. Cette indemnisation a été accordée en raison des circonstances particulières du décès de Ivan, mais il est à noter qu'aucun membre de la famille des victimes n'a reçu quoi que ce soit. Donc ce déséquilibre a suscité des critiques et des interrogations sur la manière dont les victimes et leurs familles sont prises en charge. Effectivement, Séverine a reçu 100 000 € et rien n'a été donné aux familles des victimes. C'est absolument dégueu. Ce détail met en lumière les tensions et les injustices perçues dans le traitement des victimes. Lorsqu'Ivan Keller met fin à ses jours dans sa cellule au tribunal de Mulhouse, il laisse derrière lui une traînée de mystère et de douleur incommensurables. Sa mort tragique, survenue avant que justice soit faite, ajoute une couche supplémentaire de complexité à une affaire déjà marquée par l'horreur et la confusion. Les enquêteurs, ayant rassemblé des preuves indiquant plus de 40 victimes, se retrouvent face à un tableau tragique où les survivants et les familles des victimes doivent faire face à une réalité déchirante. Le fait que Séverine reçoive une indemnisation de l'État alors que les familles n'ont rien reçu exacerbe les sentiments d'injustice et de désespoir. Cette conclusion d'affaire, amère, met en lumière des lacunes et des paradoxes du système judiciaire, révélant une sombre vérité. Dans l'ombre des crimes, le chemin vers la justice est souvent semé d'embûches et de déséquilibres cruels. Voilà tout le monde pour le portrait de Ivan Keller, ce tueur en série certainement un des plus redoutables que la France ait connu. Si vous connaissiez cette affaire, n'hésitez pas à me dire quand même ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parmi les détails que j'ai pu rajouter, parmi les choses qui ont été dites ici. N'oubliez pas que ça aide beaucoup pour l'algorithme, juste un commentaire. Vous pouvez également liker la vidéo, ça aide aussi beaucoup, surtout en cette période d'été et de Jeux Olympiques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. D'ailleurs, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à me dire un nom de tueur en série ou de tueuse en série que vous aimeriez voir ou revoir sur Murders Explained, avec plus de détails comme je l'ai fait ici. Je remercie toutes les personnes qui auront pris le temps de nous laisser une interaction sous la vidéo. Je remercie également celles et ceux qui ont écouté, et je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle histoire horrifique.